quel plaisir de vous retrouver pour votre émission juridique, l'émission qui vous conseille tous vos petits problèmes juridiques. Eh bien, vous nous les posez sur le www.avocat.net et nos avocats y répondent bien sûr dans toutes les matières qui vous tracassent. Nous allons parler aujourd'hui de droit immobilier, de droit administratif et de droit routier avec nos 3 avocats qui sont présents. Maître Éric Decomont, avocat barreau de Paris. Salut Éric. Bonjour. Bienvenue. À vos côtés, Maître Sonia Oulad Ben Saïd, avocate au barreau du Val d'Oise. Bonjour. Bonjour. Et puis juste à côté de vous également un avocat au barreau du Val d'Oise, Maître Julien Semeria, qui va nous parler de droit immobilier. Oui, bonjour Yves. Bienvenue à tous les 3. On commence par vous, tiens, Julien. Allez, soyons fous. Avec une question qui nous est envoyée par mail, avocat.net en droit immobilier, puisque c'est votre matière dominante. Mon locataire ne paie plus ses loyers depuis 4 mois. Il ne répond ni à mes appels, ni à mes courriers. Que dois-je faire? Silence radio et pendant ce temps-là, notre ami n'est pas payé. Alors j'ai envie de commencer par lui dire à un téléspectateur qu'il aurait peut-être fallu réagir avant ces 4 mois. Réagir de plusieurs façons. D'une part, en actionnant peut-être la garantie loyer impayé qu'il a éventuellement souscrit lors de la signature de son bail auprès de sa compagnie d'assurance. Premier réflexe. Que vous conseillez, ça c'est quand même pas mal. C'est vrai. Oui. Lors de la signature du bail, souscrire une garantie loyer impayé en cas de locataire défaillant, ce qui permet qu'il y ait un relais en cas de non-paiement. Le deuxième, toujours en amont, s'assurer qu'une caution a été réclamée lors de la signature du bail, de façon, là encore, si le locataire ne paye pas, qu'on puisse actionner également la caution qui est solidairement tenue des loyers. Et le troisième réflexe, c'est d'engager vite la procédure. Et la procédure est longue, c'est un véritable parcours du combattant pour le bailleur qui doit d'abord faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Et ce n'est qu'à l'expiration d'un premier délai de 2 mois suivant ce commandement, qu'une assignation référée va pouvoir être délivrée devant le tribunal d'instance qui est territorialement compétent. Assignation qui doit être notifiée à la préfecture et laisser passer un délai de 2 mois. Oui. Donc, c'est déjà 4 mois. C'est ça. Il y a déjà eu les 4 mois, que le téléspectateur a déjà attendu 4 mois pour agir, donc on a déjà 8 mois. C'est ce qui prend du temps. Il y a vraiment des délais énormément de temps. à respecter. Énormément de temps. Et là, on arrive donc à l'audience devant le juge d'instance qui peut lui-même accorder des délais au locataire pour apurer l'arriéré. Une fois que l'addition est rendue, il faut encore qu'elle soit définitive, puisqu'il faut la signifier par voie d'huissier. Et ensuite, si ce débiteur ne quitte pas les lieux et ne continue toujours pas à payer ses loyers, il faut l'expulser. Et là, c'est encore des difficultés, puisqu'il faut, une fois que la décision est définitive, lui délivrer un nouveau commandement, cette fois-ci de quitter les lieux, à notifier encore une fois à la préfecture et attendre un nouveau délai de 2 mois pour permettre au locataire de se reloger. Si on n'est pas dans la trêve hivernale en plus. J'y viens, puisque ce n'est pas terminé. Oui, une fois le délai de 2 mois Écoutez, moi je m'en vais, vous continuez, je reviens tout à l'heure. Une fois le délai expiré, il faut avoir recours à la force publique, faire des demandes auprès de la préfecture, qu'un commissaire de police, un serrurier, un déménageur se rende sur place et procède à l'expulsion. Tout ça est extrêmement long à se mettre en place et effectivement, il faut être hors période hivernale, 1er novembre, 15 mars, pour pouvoir mener à bien cette expulsion. Donc vraiment, le conseil à donner, c'est dès qu'il y a un premier impayé, s'assurer qu'on a bien souscrit une garantie loyer impayé, actionner éventuellement la caution et pas tarder, pas attendre 4 mois pour engager la procédure et faire délivrer ce fameux commandement. Il suffit de demander à un huissier de délivrer ce commandement de payer de façon à déclencher la procédure. En tout cas, parcours du combattant, mais bien expliqué, avec les étapes à suivre. Et c'est vrai qu'il faut se dépêcher parce que la justice travaille bien, mais lentement. C'est comme ça. Merci beaucoup, en tout cas, Julien, pour ces éclaircissements. À vos côtés, Maître Sonia Oulad Ben Saïd, avocate au barreau du Val d'Oise, qui nous parle de droit administratif dans cette émission, avec une question qui est la suivante, envoyée par un téléspectateur. J'ai le projet de construire une maison sur un terrain que j'ai acheté. Donc il a le terrain, mais il n'a pas encore la maison, il n'y a rien dessus. Me faut-il une autorisation d'urbanisme, autorisation quelconque? Me faut-il quelque chose? Un maçon peut-être déjà, oui, pas mal. Avant le maçon, il vous faut une autorisation d'urbanisme. Alors, par principe, les constructions nouvelles sont soumises à l'obligation de délivrance d'un permis de construire. C'est le principe. Alors, ce principe connaît quelques exceptions, puisque pour certaines constructions nouvelles de faible importance, ce n'est pas un permis de construire dont j'aurais besoin, mais une déclaration préalable. Alors, je vais prendre le cas où on se situe dans le cadre d'une construction qui emporte l'obligation d'obtenir un permis de construire. Donc, concrètement, une maison, on a un terrain, on construit un pavillon. On construit un pavillon, j'ai besoin d'un permis de construire. Je dois, pour constituer mon dossier de permis de construire, avoir recours à un architecte si
si la superficie que je veux créer est supérieure à 170 mètres carrés. C'est cet architecte-là qui va m'aider à constituer un dossier. Alors en général, c'est un document CERFA qu'on remplit avec un certain nombre d'indications sur la nature du terrain, la hauteur de la construction, le type de matériaux que l'on veut utiliser. Et je vais devoir joindre à ce document CERFA des plans de masse, des plans de hauteur, des plans de situation, un dossier très complet que je remets au service de l'urbanisme de ma commune. Ce service d'urbanisme a un délai de 2 ou 3 mois pour me donner une réponse, étant précisé que le service de l'urbanisme doit vérifier plusieurs choses. Il doit d'abord vérifier que mon projet répond aux exigences du Code de l'urbanisme, mais également aux dispositions du plan local d'urbanisme. Alors, le plan local d'urbanisme est un nom un peu barbare pour désigner en fait toutes les règles d'urbanisme applicables à ma commune et plus particulièrement au terrain sur lequel je veux édifier mon pavillon. C'était très mignon. C'est un très beau papier, mais... Alors, une fois que la commune m'a donné ma réponse, alors soit j'ai la grande satisfaction d'obtenir mon permis de construire que je dois afficher sur mon terrain pendant une période continue de 2 mois minimum, donc le temps des travaux. Ce sont les panneaux qu'on voit effectivement régulièrement, effectivement, puisque cet affichage-là est obligatoire pour permettre éventuellement à un voisin un petit peu jaloux de critiquer mon permis de construire. Voilà, donc ça ouvre les délais de recours. En gros, le seul but. Voilà, exactement. Si j'ai la désagréable surprise de m'être opposé un refus à ma demande de permis de construire, j'ai la possibilité de revenir devant le maire en demandant l'examen d'un recours gracieux pour le cas échéant, peut-être revoir la position de la mairie et qu'il retire son refus pour me redonner un permis de construire. Si jamais je ne trouve pas de terrain d'entente avec la mairie, je peux m'adresser au juge administratif pour contester, le cas échéant, la légalité du refus de permis de construire. Donc il y a toujours des recours, mais il faut avoir toujours le réflexe soit de s'adresser à un architecte, soit à un avocat en droit de l'urbanisme. Parce que c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué en soi, mais il ne faut pas passer à côté de documents, de pièces. Sinon, vraiment, on perd beaucoup de temps. C'est comme on le disait tout à l'heure, ça prend beaucoup de temps et c'est vrai qu'on gagne un petit peu à s'entourer de sachants, comme on dit. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Et après, le pavillon est construit. Après, on est bien. Après, on est tranquille. On est bien. On a un petit garage, une piscine. Et dans son garage, on a une belle voiture. Et c'est là qu'intervient Éric Decomont, évidemment, qui connaît bien les voitures. Je ne sais pas quelle est votre voiture. Je vous ai vu arriver en scooter, par contre. Non, pas en scooter, s'il vous plaît. Ne pas utiliser de gros mots. C'est une émission conviviale, sympathique, dans laquelle on dit des choses plutôt sympathiques. Je retire le mot scooter. Vous retirez le mot en question que je ne prononcerai même pas. Je suis venu avec une moto. Et une moto qui est presque aussi vieille que moi, d'ailleurs. Ah, d'accord. C'est vous dire si elle a de la bouteille. C'est pour ça que vous étiez en retard. Elle remonte au siècle dernier, voilà. Elle se meut lentement. Alors, une question pour vous, mon cher Éric. Oui. Mon épouse a eu un PV avec ma voiture. Ah oui. Oui. Ça vous apprendra à la lui prêter. Exactement. Tiens, je suis en train d'y penser pour moi. Ouais. Elle a été flashée par un radar. Encore ça mieux. arrive. Alors, puis-je contester, puisque c'était pas sa voiture, c'est ma voiture, elle a été flashée. Est-ce qu'on peut contester ça? Écoutez, oui. Et là, on change de femme. Vous tombez. Alors, vous pouvez changer de femme, mais ça relève pas de ma spécialité. Voilà, c'est droit de la famille, on en parle. Voilà, il faut trouver un confrère qui est bon en droit de la famille. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Chacun le sien. Donc là, vous tombez dans le cadre de ce qui est devenu un sport national. Petit rappel en passant, il y a aujourd'hui en France plus de PV dressés pour excès de vitesse que pour stationnement. C'est devenu la première infraction de France, l'excès de vitesse. Plus que de vol, plus que de tout ce que vous voulez d'autre. Il y en a plus de 10 millions par an. Dont les 90% sont dus à ces fameux appareils automatiques. Bon, donc c'est ce qui s'est passé manifestement dans le cas de notre ami, parce que si c'était avec un appareil avec interception, bien entendu, on aurait intercepté son épouse, elle aurait eu à faire face à ses responsabilités, et on n'embêterait pas ce pauvre mari. Bon, là, si le mari est embêté, c'est parce qu'il est titulaire de la carte grise, qu'il reçoit un petit billet doux, qui lui dit grosso modo, votre véhicule, le véhicule dont vous êtes titulaire de la carte grise, a été relevé en excès de vitesse à tel endroit, telle heure, telle vitesse, etc., ainsi de suite. Et là, on vous laisse 3 options. Ce sont les 3 cas qui est d'ailleurs du formulaire de réponse. Première option, c'était vous qui conduisiez, vous nous donnez votre état civil complet, tout ce qui concerne votre permis, et on va s'occuper de votre cas, et vous pouvez payer. On va bien s'occuper de vous. Voilà, on va bien s'occuper de vous. Vous payez, vous avez intérêt à payer vite parce que vous avez des soldes, vous avez des réductions, donc ménagères, ne ratez pas nos soldes permanents, dépêchez-vous de payer. Deuxième hypothèse, c'était pas vous. Et là, on retombe dans le problème du droit de la famille, il y a des problèmes conjugal. Est-ce que vous aimez votre femme? Bon, parce que si vous n'aimez pas votre femme, c'est le formulaire numéro 2. C'est je dénonce ma femme, je donne son numéro de permis, je donne son état de civil, et du coup, c'est elle qui va assumer toute la suite. Est-ce qu'on a l'obligation de la dénoncer? En aucun cas. Oui. Excellente question. L'obligation, contrairement à ce qui est colporté de façon
je dirais, ignorantes ou mensongères. Par les avocats qui font du divorce. Par certains, notamment. par certains avocats peut-être, mais aussi certains représentants des forces de l'ordre qui se trompent, il n'y a aucune obligation de délation. Ça a cessé depuis quelques dizaines d'années en France, l'obligation de délation. Donc, si vous aimez votre femme, ce qui est, je l'espère, quand même la bonne hypothèse, dans ce cas-là, on passe au cas numéro 3. Le cas numéro 3, c'est grosso modo, je ne conduisais pas et je n'ai pas envie de vous dire qu'il conduisait. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez être très légitimiste, vous dites « je voudrais la photo ». Donc, c'est prévu, tout est expliqué dans le formulaire, vous demandez la photo, sachant, attention, que le délai pour demander la photo, et surtout pour vous la délivrer, parfois ça prend des semaines, voire des mois, n'interrompt pas le délai que vous avez pour répondre, et notamment pour éviter que l'amende n'augmente. Donc, il faut être très vigilant. S'il n'y a pas de photo de reçu, il faut quand même faire la contestation. Si vous recevez la photo, mettons à l'idéal, dans le délai, qu'est-ce qui se passe avec la photo? 9 fois et demi sur 10, c'est un choix des pouvoirs publics, qui serait long à expliquer, mais qui notamment a pour objectif de ne pas rater les motards et les scooters. Ouais. Les photos sont prises de l'arrière. Donc de toute façon, on ne sait pas qui conduisait. Avec la meilleure bonne volonté du monde, si vous rêviez de l'idée de pouvoir balancer votre femme, vous ne pouvez pas le faire parce qu'on ne la reconnaît pas au volant. Même pas dans le rétro? Même pas dans le rétro. Ou alors ses yeux peut-être, mais bon, là franchement, vous êtes très physionomiste. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On répond, la photo ne me permet pas d'identifier le conducteur, je sais que ce n'était pas moi, et donc je vous renvoie à vos chères études, avec une sous-catégorie, j'ai un alibi. À cette heure-là, j'étais en train de faire une émission de télévision, j'étais en compagnie de magistrats et d'autres avocats, j'ai des témoignages, j'étais à l'audience. Et dans ce cas-là, vous n'aurez même pas d'amende à payer. Vous n'aurez pas cette fameuse redevabilité pécuniaire, ce qu'on appelle le propriétaire-payeur, c'est plus clair, à payer pour améliorer les finances de Bercy. Rien de rien. Par contre, si vous n'avez pas d'alibi et que vous n'avez pas dénoncé le conducteur, y compris quand vous ne savez pas de bonne foi qui conduisait, vous allez avoir à payer cette redevabilité pécuniaire pour améliorer les finances de Bercy. Et du coup, vous ne serez pas condamné, il n'y aura pas de casier judiciaire contre vous, mais vous aurez à payer votre quote-part, votre participation, votre éco-participation pour Bercy et pour que les finances aillent un petit peu mieux. Voilà comment ça se passe si on n'a pas décidé de balancer sa femme. Personnellement, c'est la solution que je préfère. C'est très bien. Merci beaucoup, comme dirait l'autre, parce que c'est vrai que ça fait des sous, tout ça pour l'État au final. Mais donc, on coche 3. Finalement, s'il faut résumer quelque chose. Et on répond sur papier libre, parce que pour ceux qui cochent 3, les méchants qui ne veulent pas collaborer, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Merci beaucoup. Donc, le bonjour votre femme, on sait qu'elle conduit pendant que vous êtes en moto. Exactement, on a bien compris en tout cas le message. J'ai un alibi, donc elle peut continuer. Voilà, c'était le coup de foudre, le flash, finalement, pour elle. Merci beaucoup, en tout cas, Eric. Merci à tous les trois de vos réponses claires et précises. Si vous avez des questions à poser, droit routier, droit immobilier, droit administratif à notre équipe d'avocats, rendez-vous sur www.avocat.net. On attend vos questions et vous pouvez revoir l'émission quand vous le voulez sur le site. À très bientôt, salut!